Imaginez l'atmosphère d'un marché matinal à Lyon. Le brouhaha incessant des marchands, l'odeur du poisson frais de la Saône mêlée à celle des fromages et des légumes, et le son continu des négociations. Mais au milieu de cette agitation, un étal en particulier donnait la chair de poule, non pas à cause de ses prix exorbitants, mais parce que ce qui y était vendu n'était pas de la viande ordinaire, mais des morceaux d'os aux formes étranges, la plupart ressemblant à des os humains. Était-ce vraiment de simples os d'animaux sauvages? Un sombre secret se cachait-il depuis toujours sous les planches de ce marché? Ce soir, nous allons dévoiler l'histoire mystérieuse de l'étal aux os qui semait la terreur parmi les Lyonnais. Le marché Saint-Antoine, le long de la Saône, a toujours été l'artère vitale qui nourrissait la vie matinale de Lyon. Dès 5 heures, les péniches accostaient, déchargeant légumes frais, poissons et les marchands des villages voisins. L'odeur réconfortante de la soupe à l'oignon chaude se mêlait à celle du saucisson sec. Le son des ménagères marchandant, des enfants courant dans les allées étroites, tout se mélangeait en une symphonie chaotique mais vivante. Pourtant, au milieu de cette effervescence, un coin du marché était toujours différent. Les gens l'appelaient l'étal, numéro 13. Cet étal appartenait à une femme d'âge mûr nommée Madame Sylvie. Veuve depuis longtemps, après que son mari, un docker, eut péri dans un accident sur les quais du Rhône. Elle devait avoir plus de 50 ans. Son visage était dur, ses yeux fuyants évitaient le regard de ses interlocuteurs. À son cou pendait un vieux chapelet en bois sombre qu'elle n'ôtait jamais. Un souvenir de sa mère, disait-on, et un talisman contre le mal. L'étal numéro 13 Newton était pas un étal ordinaire. Tandis que les autres vendaient du bœuf, du poulet ou du poisson, Madame Sylvie ne vendait que des os, et pas n'importe lesquels, des os aux formes bizarres. Certains, longs et robustes, ressemblaient à des fémurs humains, d'autres, petits et courbés, à des os de bras de nourrisson. Chaque fois que quelqu'un demandait « C'est quel genre d'os, madame ?» elle se contentait d'un sourire énigmatique et répondait sèchement « Des os de la forêt. Si vous voulez acheter, achetez. Sinon, passez votre chemin. Ne posez pas trop de questions. » Ce qui rendait la chose encore plus effrayante, c'est que ces os se vendaient comme des petits pains. Souvent, avant 9 heures du matin, l'étal était déjà vide, bien que le prix fût le double de celui de la viande ordinaire. Les clients n'étaient pas des gens du coin. C'était pour la plupart des hommes d'âge mûr, à l'air anxieux, qui arrivaient à l'aube avec des sacs en toile de jute et repartaient aussi vite. Certains curieux avaient tenté de les suivre. Et, chose étrange, plusieurs d'entre eux avaient disparu sans laisser de traces. L'histoire de l'étal numéro 13 se propagea rapidement parmi les marchands. Certains disaient que Madame Sylvie pratiquait une ancienne forme de sorcellerie. D'autres chuchotaient qu'elle vendait des os humains. Mais curieusement, personne n'osait alerter la police. D'une part, ils craignaient un mauvais sort. D'autre part, ils sentaient qu'une force invisible protégeait cet endroit. La preuve la plus flagrante fut l'incident impliquant Bernard, le régisseur du marché. Une nuit, complètement ivre, il avait crié devant l'étal numéro 13. « C'est quoi cette merde? Des os pourris! Si j'apprends que ce sont des os humains, demain j'envoie une inspection. » Le lendemain matin, on le retrouva mort dans son petit appartement. Son corps était desséché, comme si tous ses fluides vitaux avaient été aspirés. Ses yeux étaient exorbités, sa bouche grande ouverte. Le plus horrible, c'est qu'il serrait dans sa main un morceau d'os d'une blancheur immaculée, comme fraîchement bouilli. L'autopsie ne révéla aucune trace de poison, ni de violence physique. Dès lors, le marché fut rempli de chuchotements. L'étal numéro 13 était protégé par quelque chose d'invisible. Après la mort de Bernard, les gens n'osaient plus s'en approcher. Les marchands voisins admettaient entendre des bruits étranges à l'aube, de légers tapotements comme des os frappant contre du bois. Chaque fois que ce son retentissait, l'air devenait glacial, même en plein été. Gisèle, la fromagère dont l'étal se trouvait à 2 pas, disait souvent à ses clients « Si vous passez devant, ne vous retournez pas. Une ombre pourrait vous emporter. » Enfin, pour la plupart des gens, ces histoires suffisaient à les tenir à distance. Mais pour d'autres, elles soulevaient des questions. Que contenaient vraiment les sacs de ces clients mystérieux? D'où venaient ces os étranges? Et pourquoi Madame Sylvie restait-elle si calme malgré les rumeurs? Ces questions flottaient dans l'air du marché comme une fumée d'encens tenace, sans jamais se dissiper. Il n'y avait pas de réponse claire, seulement des rumeurs qui s'intensifiaient chaque jour. Les anciens des villages environnants en étaient même venus à menacer les enfants désobéissants.
Si tu n'es pas sage, Madame Sylvie t'attrapera pour vendre tes os à l'étal 13. Et c'est ici que commence notre histoire. Une histoire qui nous mènera, à travers les ruelles d'un vieux marché, dans les forêts profondes du parc naturel régional du Pilat, jusqu'aux sombres secrets d'une famille transmise de génération en génération. Car derrière chaque os vendue à l'étal numéro 13 se cachait un secret terrible, un secret prêt à dévorer l'âme de quiconque oserait s'en approcher. Quelques semaines après la mort de Bernard, l'ambiance au marché Saint-Antoine avait radicalement changé. Là où certains osaient encore passer devant l'étal numéro 13, ne serait-ce qu'en jetant un regard furtif, presque tout le monde choisissait désormais de faire un large détour. Même les marchands voisins fermaient boutique plus tôt, comme si l'ombre de cet étal pouvait s'étendre et absorber la vie de quiconque restait trop près, trop longtemps. La nouvelle de la mort de Bernard s'était répandue dans tout Lyon. Les gens en discutaient dans les cafés. Comment un homme en pleine santé pouvait-il mourir en une nuit? Certains disaient qu'il avait été victime de magie noire. D'autres croyaient que les esprits protégeant l'étal numéro 13 secondé étaient vengés de son audace. Sans un pouvoir occulte, comment quelqu'un pourrait-il mourir si vite sans être malade? Chuchotait un homme dans un café. Un autre ajouta: j'ai entendu dire qu'il serrait encore un os tout blanc dans sa main. Ce n'est pas un signe que quelque chose cloche? Dès lors, presque personne n'osait plus regarder en direction de l'étal numéro 13, ni même en parler. Mais ce silence rendait l'histoire encore plus terrifiante. De nombreux marchands admettaient sentir des choses étranges en passant par là. Une odeur soudaine de sang, un froid glacial en plein soleil, ou un murmure léger, comme si quelqu'un chuchotait à leur oreille. Gisèle, la fromagère, raconta à un client régulier: la nuit dernière, j'ai vu la bâche rouge qui recouvre son étal. Elle tremblait toute seule, alors qu'il n'y avait pas de vent, comme s'il y avait quelque chose de vivant derrière. Le client, pris de frissons, avala sa soupe rapidement. Ne dites pas ça, Gisèle, ça va nous porter malheur. Avec le temps, les clients mystérieux qui venaient à l'aube commencèrent à se faire plus rares. On murmurait qu'ils n'étaient pas des humains ordinaires, mais des gens ayant pactisé avec des démons. D'autres rumeurs affirmaient que certains avaient disparu, laissant leur famille dans le désarroi. Mais, chose étrange, ces disparitions ne faisaient jamais l'objet d'une enquête sérieuse, comme si une main invisible étouffait toutes les preuves. Dans sa vieille maison au bord d'un bras de la Saône, Madame Sylvie continuait sa vie, apparemment normale, avec sa fille Aurore. De l'extérieur, la maison en bois semblait paisible, avec sa peinture écaillée et le grincement de son plancher à chaque pas. Mais les gens qui passaient près de la maison admettaient sentir un froid étrange, même en été. Les voisins, autrefois proches, gardaient maintenant leur distance. Les enfants avaient interdiction de jouer dans les parages. « Ne joue pas là-bas, mon chéri, disait une mère à son fils. Tu vas finir en os à vendre. » Cela ressemblait à une blague, mais son regard était terriblement sérieux. Aurore elle-même sortait rarement de la maison, sauf pour de petites courses au marché, avant de rentrer précipitamment. Son visage était pâle, ses yeux cernés, comme si elle ne dormait jamais. Les gens la plaignaient, mais personne n'osait l'approcher. Ce silence rendait le marché encore plus étrange. D'un côté, la vie continuait. Les poissonniers criaient pour attirer les clients. Les ménagères négociaient le prix des légumes. Mais de l'autre, l'ombre de l'étal numéro 13 pesait sur tout, comme un nuage immobile. Jusqu'à une nuit où Idriss, un jeune homme qui aidait à décharger les marchandises, raconta ce qu'il avait vu. Il rentrait tard et passa près de l'étal numéro 13. Derrière la bâche rouge, il vit une faible lueur, comme celle d'une lanterne. En s'approchant, il entendit une femme psalmodier doucement, dans une langue étrange, ni français, ni latin. « Je pensais que c'était Madame Sylvie », raconta Idriss d'une voix tremblante. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil, tout ce que j'ai vu, c'était une grande silhouette élancée, debout au milieu de l'étal. Elle n'avait pas de visage, juste une obscurité profonde. Idriss, le visage livide, tomba malade pendant plusieurs jours après cela, alternant fièvre et frissons, criant la nuit comme si quelque chose le poursuivait. Le médecin diagnostiqua une simple grippe, mais tout le monde au marché était convaincu qu'il avait été touché. Cet événement renforça la conviction que l'étal numéro 13 Newton n'était pas un simple étal d'os. Quelque chose de bien plus sombre y résidait. Quelque chose qui avait pris la vie de Bernard et qui, maintenant, traquait quiconque osait s'approcher de trop près. Les gens commençaient à croire que la mort de Bernard n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. L'étal numéro 13 Newton était plus un lieu de commerce,
mais un symbole de la peur qui recouvrait tout le marché. Des questions surgirent dans l'esprit de beaucoup. Combien de temps ce secret resterait-il enterré? Et qui serait assez courageux pour le déterrer? À l'autre bout du pays, dans un petit appartement à Paris, un jeune homme nommé Arthur préparait son sac à dos. Il ne savait pas ce qui l'attendait à Lyon. Il savait seulement que derrière chaque histoire étrange se cachait une vérité qui méritait d'être révélée. Et cette fois, ses pas l'emmèneraient directement au cœur des ténèbres. L'étal numéro 13, marché Saint-Antoine. Plusieurs semaines après la mort de Bernard, qui avait semé la terreur dans le marché, un jeune homme de Paris nommé Arthur arriva à Lyon. Il était journaliste indépendant, spécialisé dans les histoires étranges en province. Cette fois, il n'était pas seulement là pour le travail, mais aussi poussé par une curiosité insatiable après avoir lu un bref article sur le mystérieux étal du marché lyonnais. Son train arriva à la gare d'Opérache en fin d'après-midi. Depuis la fenêtre du taxi qui le conduisait vers le vieux Lyon, Arthur observa les rues animées, les façades anciennes le long de la rivière et l'odeur humide de la Saône mêlée au gaz d'échappement. Cette nuit-là, il choisit de loger dans une petite auberge du vieux Lyon. De son balcon, il pouvait voir l'eau onduler sous les lumières de la ville et entendre le son des cloches d'une église voisine. En prenant des notes, il écrivit une phrase simple. « Demain, je dois découvrir la vérité sur l'étal numéro 13. » Le lendemain matin, Arthur se rendit au marché Saint-Antoine. Dès l'entrée, il fut accueilli par le brouhaha des marchands, l'odeur des légumes frais, des fromages et des spécialités locales. Son appareil photo réflexe autour du cou attira quelques regards méfiants. Il décida de prendre son petit déjeuner dans un petit café en bordure du marché. La propriétaire, une femme nommée Gisèle, l'accueillit chaleureusement. « Vous êtes nouveau ici, jeune homme? Pas du coin, hein ?» demanda-t-elle en lui servant un café noir fumant. Arthur hocha la tête. « Oui, je viens de Paris. Je suis venu écrire un article sur les vieux marchés d'ici. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de choses étranges. » Gisèle hésita un instant, puis murmura. « Alors, ne vous mêlez pas de l'étal numéro 13. Personne n'aime en parler ici. » Arthur fit mine de ne pas comprendre. « Pourquoi donc? Ça a l'air intéressant. J'ai entendu dire que cet étal était particulier. » La propriétaire le regarda sérieusement, ses yeux vifs remplis d'un avertissement. « Jeune homme, des gens ont défié sa propriétaire et ne s'en sont jamais sortis indemnes. Si vous voulez rentrer à Paris, trouvez un autre sujet. » Arthur se contenta d'un sourire. « Merci, madame, je serai prudent. » Après avoir payé, il s'enfonça dans le marché. Plus il avançait, plus l'atmosphère changeait. Les allées, autrefois animées, devenaient plus calmes. Le bruit des marchands semblait s'estomper. Et l'air ambiant n'était pas seulement frais, mais lourd et oppressant, comme si quelque chose pesait sur sa poitrine. Il sentit sa peau se hérisser sans raison. Finalement, devant lui, apparut l'étal numéro 13. Une vieille table en bois à la peinture écaillée, partiellement recouverte d'une bâche rouge délavée. Derrière la table était assise une vieille femme, Madame Sylvie. Son visage était dur, sa peau tannée par le soleil, ses yeux mi-clos, comme si elle était à moitié endormie. À son cou, le fameux chapelet en bois sombre. Sur la table, des morceaux d'os aux formes étranges étaient alignés. Des longs, des petits, des courbés, et même certains ressemblant à des doigts. Quelques clients se tenaient à proximité, pour la plupart des hommes d'âge mûr au visage soucieux. Ils achetaient rapidement, payaient sans un mot et partaient en hâte. Pas un sourire, pas un bonjour, juste des pas pressés qui rendaient l'atmosphère encore plus tendue. Arthur leva son appareil photo, visa, et appuya sur le déclencheur. Le clic retentit. Il baissa l'appareil, regarda l'écran et écarquilla les yeux de stupeur. La photo était complètement noire. Pas d'ombre, pas de table, pas d'os, pas même la lumière du marché. Il vérifia son appareil. La batterie était pleine. La carte mémoire fonctionnait. Tout était en ordre. Quand il releva la tête, Madame Sylvie avait ouvert les yeux. Son regard était vide, profond et sombre comme un puits sans fond. Arthur sentit son corps se radir, sa respiration se bloquer. Il eut l'impression que quelque chose d'invisible lui arrachait son courage. « Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas », dit la voix de Madame Sylvie. Elle était faible, mais si perçante qu'elle lui brûla les oreilles. Arthur resta silencieux un instant. « Je ne suis qu'un journaliste, madame. Je voulais écrire sur ce marché,
sur ses curiosités. La vieille femme ne se tourna pas vers lui. Elle referma simplement les yeux et murmura « Partez, il n'y a rien à écrire pour vous ici. » Arthur recula lentement, une sueur froide perlant à ses tempes. Mais sa curiosité était plus forte que jamais. Il regarda à nouveau l'écran de son appareil. Toujours une image noire. Impossible. En quittant le marché, sa tête était remplie de points d'interrogation. Il sortit son téléphone et tapa une note rapide. Appareil OK, mais photo noire. Regard de Sylvie pas normal. Air lourd et humide malgré la chaleur. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était pas une simple anecdote de marché. Quelque chose de sombre se cachait derrière l'étal numéro 13. Quelque chose qu'il devait révéler, même s'il devait affronter un danger qu'il ne pouvait encore imaginer. La nuit tomba sur Lyon. La pluie fine rendait les pavés glissants, laissant une odeur de terre mêlée à celle de la rivière. Arthur était assis dans sa petite chambre, fixant l'écran vide de son ordinateur portable. L'image des yeux noirs de Madame Sylvie le hantait encore. Ses paroles « Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas » résonnaient dans ses oreilles. Il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Sa curiosité l'emporta sur la peur. Il prépara un petit appareil photo réglé en mode vidéo, une lampe de poche et un imperméable. À 23 heures précises, il quitta sa chambre pour se diriger vers le marché, maintenant silencieux et sinistre. Le marché de nuit était un autre monde. Les allées animées n'étaient plus que silence, seulement ponctuées par le goutte à goutte d'un toit en tôle. La faible lueur des lampadaires projetait de longues ombres sur les murs. Arthur se cacha derrière des caisses vides, les yeux fixés sur l'accès à l'étal numéro 13. Vers 2 heures du matin, une silhouette apparut. Madame Sylvie, elle portait un vieux foulard sur la tête, sa démarche lente mais assurée. Dans sa main, un grand sac. Au lieu de se diriger vers son étal, elle prit une ruelle latérale menant à la rivière. Arthur retint son souffle et la suivit. Ils longèrent un sentier glissant au bord de l'eau, passant devant des bosquets de bambous et des cabanes en bois délabré. L'air devint plus humide, plus lourd, au point qu'Arthur avait du mal à respirer. Finalement, ils arrivèrent à une vieille cabane au bord d'un bras de la Saône. Elle était presque en ruine, les murs troués, le toit couvert de mousse. Arthur s'accroupit derrière un buisson, se collant contre une planche pourrie. À travers une fente, il regarda à l'intérieur. La lueur vacillante d'une lampe à huile éclairait la scène. Sur le sol en terre battue, un cercle était formé d'os blancs de différentes formes, arrangés selon un motif étrange. Au centre du cercle, un bol en terre cuite contenait des braises incandescentes, dégageant une épaisse fumée. Une odeur de métal, rouillé et dansant, lui monta aux narines, lui donnant le vertige. Madame Sylvie s'agenouilla. Ses lèvres bougeaient, psalmodiant dans une langue qu'Arthur ne connaissait pas. Sa voix était rauque, comme venant des profondeurs de la terre. Soudain, elle s'entailla la paume avec un petit couteau, laissant son sang goutter sur les os. Arthur fut horrifié de voir que les os se mirent à bouger. D'abord un léger frémissement, puis un petit craquement, comme s'ils s'assemblaient. Certains se soulevaient et s'abaissaient, comme s'ils respiraient. D'autres vibraient si fort qu'ils produisaient un bruit de fracture. La main d'Arthur tremblait tandis qu'il levait son petit appareil photo. Il appuya sur le bouton d'enregistrement, essayant de retenir sa respiration. Mais le destin en décida autrement. Son pied écrasa une brindille. Crac! Le son fut d'une clarté assourdissante. Madame Sylvie se retourna d'un coup. Ses yeux étaient grands ouverts, ses pupilles noyées dans une obscurité totale. Elle se leva, fixant le mur de la cabane. « Qui est là ?» Sa voix était forte, résonnant au point de glacer le sang d'Arthur. Il se releva d'un bond et courut de toutes ses forces. Le bruit de ses pas rivalisait avec les battements de son cœur, qui menaçaient d'exploser. Derrière lui, il entendit un cri strident dans cette langue étrange, suivi d'un grand fracas, comme si quelque chose avait percuté le mur. Le chemin sombre semblait interminable. Il atteignit enfin la route principale, haletant, et continua de courir jusqu'à sa chambre. Les mains tremblantes, il ferma la porte et vérifia la vidéo. Ce qu'il vit lui donna la chair de poule. L'écran était noir, mais il y avait un son étrange, un murmure léger, comme plusieurs voix parlant en même temps dans une langue inconnue. Puis un bruit de choc rythmé, comme des os frappés contre le sol. Toc, 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 en boucle. Arthur plaqua une main sur sa bouche pour ne pas crier. Il rembobina
Et le son était toujours là. Impossible que ce soit une simple interférence. Quelque chose avait été enregistré, même si la caméra ne pouvait pas le voir. Il s'effondra sur une chaise, le souffle court. Alors qu'il enlevait son imperméable, il remarqua une tache rouge foncée sur sa manche. L'odeur de métal lui piqua le nez. Il se souvint qu'il n'avait jamais touché le cercle. Comment cette tache était-elle arrivée là? Arthur ferma les yeux, le visage livide. Cette nuit, il avait compris qu'il avait franchi une ligne. Il n'était plus un simple observateur. Il faisait désormais partie du sombre secret de l'étal numéro 13. Le lendemain, le marché Saint-Antoine était plus agité que d'habitude. Non pas à cause des clients, mais d'une nouvelle choquante qui se propageait de bouche à oreille. Madame Sylvie avait été retrouvée morte dans sa vieille cabane au bord de la Saône. Son corps fut découvert par un pêcheur. La vieille femme gisait, raide, sur le sol, en terre battue. Sa peau était d'un gris cireux, comme de la pierre froide. Ses yeux, grands ouverts, fixaient le plafond. Sa main serrait un morceau d'os noirci, comme si c'était la dernière chose à laquelle elle s'était accrochée. Pas de sang, pas de blessure, juste un corps rigide et une expression qui glaçait le sang de quiconque la voyait. La nouvelle sema la panique. La police arriva et installa un périmètre de sécurité autour de la cabane. Mais aucune explication officielle ne fut donnée sur la cause de la mort. Certains disaient qu'elle avait eu une crise cardiaque, d'autres qu'elle était morte à cause d'une malédiction. Mais la plupart des gens du coin croyaient à une seule chose. Madame Sylvie avait été tuée par les eaux qu'elle élevait. Au marché, l'étal numéro 13 était maintenant fermé par une bâche rouge vif, avec une pancarte. Fermé pour enquête. Mais cela ne faisait qu'accroître la peur. Ceux qui vendaient à proximité choisirent de déplacer leurs étals. Personne n'osait s'approcher. La nuit dernière, je suis passé par là. J'ai entendu des tapotements, comme des os contre du bois, murmura une maraîchère. Ne parle pas si fort, il pourrait t'entendre, répondit un autre vendeur en baissant la tête. Arthur, qui se tenait non loin, entendit tout. La nuit précédente, il avait été témoin de ce rituel macabre, et maintenant, Madame Sylvie était morte. Un sentiment de culpabilité et de doute l'envahit. Sa mort était-elle liée à ce qu'il avait vu? Il ouvrit son carnet et nota rapidement. Sylvie morte, main serrant un os brûlé, étal 13 fermé, mais bruit étrange persiste. Ce n'est pas fini. Mais ses pensées n'allaient pas s'arrêter là. Il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait en savoir plus. Aurore, la fille unique de Madame Sylvie. Arthur se souvint du visage pâle de la jeune femme qu'il avait aperçue. Elle marchait toujours vite, la tête baissée, comme si elle portait un lourd secret. Si Madame Sylvie avait emporté ses secrets dans la tombe, Aurore était peu être la seule clé restante. Cet après-midi-là, Arthur prit son courage à deux mains et se rendit à leur domicile. Il suivit le petit chemin le long de la rivière. La petite maison en bois se tenait au bout de l'allée, sa peinture délavée. Il frappa doucement à la porte. Des pas légers se firent entendre. La porte s'ouvrit sur une jeune femme au visage cireux. Aurore. « Bonjour, » dit Arthur doucement. « Je m'appelle Arthur. Je suis journaliste. Toutes mes condoléances pour votre mère. J'aimerais vous parler un instant. » Aurore le regarda avec méfiance, ses yeux cernés et vides. « Pourquoi? Tout le monde veut juste des ragots. Je n'ai rien à dire. » Arthur leva rapidement la main. « Je ne suis pas là pour ça. J'ai été la dernière personne à voir votre mère en vie. La nuit avant sa mort, j'ai vu quelque chose. » Les yeux d'Aurore s'écarquillèrent. Elle resta silencieuse un long moment, puis invita Arthur à entrer. La porte se referma lourdement. L'intérieur sentait le bois humide. Arthur s'assit sur une vieille chaise en bois, tandis qu'Aurore restait debout, agitée. « Qu'avez-vous vu ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Arthur hésita. Il ne raconta pas tous les détails, disant simplement qu'il avait vu sa mère dans la cabane, en train de faire quelque chose avec des os. Il s'arrêta avant de mentionner qu'il avait été découvert ou la tache de sang. Aurore se pinça les lèvres. Elle se dirigea vers un coin de la pièce, ouvrit une vieille armoire et en sortit un vieux livre enveloppé dans un tissu rouge. Elle le posa sur la table et regarda Arthur avec une expression amère. « C'était à ma mère. En fait, à ma grand-mère. On m'a toujours interdit de le toucher. Mais après sa mort, je l'ai trouvé. Et depuis, je ne dors plus. J'entends des coups sous le plancher de ma chambre, comme des hausses qui frappent le bois. » Arthur déglutit, le cœur battant. Il ouvrit doucement le livre.
Les pages étaient couvertes de caractères étranges, un mélange d'écritures anciennes et de symboles inconnus. Sur une page, un dessin représentait un cercle avec une main tenant un os. Une phrase, écrite à l'encre rouge, lui donna la chair de poule. Le sang mêlé à l'os, le mort ne s'éteint jamais, l'âme liée demeure. Arthur referma le livre. Il regarda Aurore, qui semblait terrifiée. Aurore, c'est dangereux, mais c'est peu être la réponse à pourquoi votre mère. Il s'interrompit. J'ai besoin de votre aide pour découvrir la vérité. Aurore baissa la tête, les mains tremblantes. J'ai peur, mais je veux savoir. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma famille. Yam. Arthur hocha la tête. Il savait qu'à partir de cet instant, il n'était plus seul. Le mystère de l'étal numéro 13 Newton était plus seulement son affaire, mais aussi le fardeau d'une jeune femme qui avait hérité du sombre secret de sa famille. Et maintenant, ils étaient tous les deux sur le même chemin. Un chemin qui pourrait mener à la vérité ou à la perdition. Cette nuit-là, la maison au bord de la Saône était plongée dans le silence. Une petite lampe à huile vacillait sur la table, sa lumière dansant sur les murs humides. Arthur et Aurore étaient assis l'un en face de l'autre, le vieux grimoire rouge entre eux. Le tissu qui l'enveloppait était usé, mais une faible odeur d'encens s'en dégageait encore. Arthur tourna les pages une à une. L'écriture était ancienne, l'encre s'était estompée par endroits, mais certaines parties restaient d'un rouge vif, comme si elles venaient d'être écrites. Aurore fixait le livre avec anxiété. « Ce n'est pas une écriture ordinaire, » murmura Arthur. On dirait un mélange d'alphabet gallo-romain et de symboles alchimiques. Il pointa du doigt un grand cercle entouré de 5 points. Au centre, un os, humain, avec un symbole solaire derrière. « Regarde ça, ce n'est pas juste un symbole, c'est une sorte de sceau. » Aurore déglutit. Mère disait toujours que ces os n'étaient pas à vendre, mais un dépôt du passé. Je n'ai jamais compris. Arthur tourna une autre page. Il y avait une carte sommaire dessinée au fusain. Un cours d'eau, 5 points marqués d'un cercle. 1. Marché Saint-Antoine, entouré d'un cercle rouge épais. 2. Cabanon au bord de l'eau. 3. Forêt des ombres, écrit en grosses lettres. 4. Chapelle abandonnée du Marais. 5. Grotte de la Roche, plus au sud. Arthur fronça les sourcils. Tous ces points semblent former une étoile à 5 branches, un pentagramme. C'est un anneau de confinement. Si l'un des points est brisé, le sceau s'ouvre. Aurore se mit à trembler. Alors, la mort de ma mère signifie qu'un point a été brisé. Arthur resta silencieux. Il tourna une autre page où un texte était écrit à l'encre rouge. Si un gardien tombe, l'esprit cherchera sa lignée. Il regarda Aurore. Après la mort de votre mère, ils viendront vous chercher. Le visage d'Aurore devint livide. Ses lèvres tremblaient. Je l'ai entendu, le bruit la nuit, sous le plancher. Ce n'est pas qu'une seule fois. C'est comme si quelque chose grattait le bois avec de longs ongles. Arthur sentit un frisson le parcourir. Et comme pour confirmer ses paroles, un bruit de grattement se fit entendre sous la maison. Grrr, grrr. Les deux se figèrent. Aurore serra la main d'Arthur. Son corps secoué de tremblements. Arthur alluma une petite lampe de poche et se dirigea vers un coin de la pièce. Le bruit cessa, laissant un silence oppressant. Il éclaira le sol, mais il n'y avait rien. Ils retournèrent s'asseoir. Aurore avait les larmes aux yeux. Alors, je suis la prochaine cible. Arthur referma lourdement le grimoire. Non, nous avons encore une chance. Si nous comprenons cette carte, nous pourrons être tout arrêtés. Il désigna un point sur la carte. La forêt des ombres. C'est le point le plus proche d'ici. Les habitants l'appellent la forêt silencieuse, pleine d'histoires de bûcherons disparus. Je suis sûr que la réponse est là. Aurore le regarda, les yeux remplis de peur, mais aussi de détermination. J'y vais avec vous. Je ne veux plus me cacher. Si c'est l'héritage de ma famille, je veux connaître la vérité. Arthur hocha la tête. Demain, nous trouverons quelqu'un d'assez courageux pour nous y emmener. Cette nuit, nous devons veiller. Ne laissons pas ces bruits s'approcher davantage. Le vent de la nuit souffla si fort que la lampe à huile faillit s'éteindre. Les ombres sur les murs dansaient frénétiquement. Ils se regardèrent, réalisant que depuis qu'ils avaient ouvert ce livre, ils n'étaient plus seuls. Dehors, la Saône coulait, apportant une humidité glaciale. Mais dans leur cœur, une tempête bien plus grande faisait rage.
La peur se mêlait à la détermination. Le voyage ne faisait que commencer, et la forêt des ombres les attendait, avec des secrets peu, être plus sombres que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le lendemain matin, le soleil lyonnais peinait à percer les nuages épais. L'air était encore lourd et humide de la pluie de la veille. Arthur et Aurore cherchaient dans les petits villages environnants quelqu'un qui oserait les emmener dans la forêt des ombres. Presque tout le monde refusa en entendant ce nom. Finalement, un vieil homme au visage ridé et aux yeux perçants, nommé Père Jacques, un ancien bûcheron, s'approcha d'eux. « Vous voulez vraiment aller là-bas » demanda-t-il d'une voix grave. Arthur hocha la tête. « Nous devons y aller. » Père Jacques sirota son café. « Cet endroit n'est pas une simple forêt. Il y a des esprits qui ne dorment jamais. Beaucoup de mes amis n'en sont jamais revenus. Mais si vous osez, je vous y emmène. Ne venez pas vous plaindre si quelque chose vous suit au retour. » Et c'est ainsi que leur petite barque en bois glissa sur un affluent de la Saône. Aurore était assise en silence, le regard fixé sur l'eau sombre. Père Jacques ramait calmement, comme s'il connaissait chaque courant. Après presque 2 heures, la barque accosta. Un sentier de terre rouge les attendait, entouré d'arbres immenses. L'air devint étouffant, la lumière du soleil peinant à traverser le feuillage dense. Les chants d'oiseaux s'étaient tus. Seul le bourdonnement incessant des insectes emplissait l'air. Père Jacques marchait en tête. Autrefois, c'était plein de vie ici. On coupait du bois, mais depuis l'accident, plus personne n'ose venir. 10 hommes sont morts, écrasés par des arbres sans raison. D'autres ont simplement disparu. Ceux qu'on a retrouvés étaient étranges. Le visage verdâtre, les yeux ouverts, mais le corps dur comme de la pierre. Aurore frissonna. Arthur demanda « Y a-t-il un endroit particulier dans cette forêt ?» Père Jacques se retourna. Il y a une clairière avec des pierres, au milieu de la forêt. Les anciens disent que c'était un lieu de rituel bien avant que les Romains n'arrivent. Je l'ai vu une fois. Un cercle de pierres. Depuis, je n'y suis jamais retourné. Ils s'enfoncèrent plus profondément. L'air devint plus lourd. Arthur avait l'impression d'être observé. Parfois, il se retournait, certain d'avoir vu une ombre bouger entre les arbres, mais il n'y avait jamais rien. Finalement, ils arrivèrent dans une clairière. Au centre, un cercle de pierres moussues. Certaines étaient tombées, d'autres encore debout. À l'intérieur du cercle, des os blancs étaient éparpillés, étrangement bien conservés. Aurore fixa le cercle, le visage pâle, sa main serrant le bras d'Arthur. C'est comme sur le dessin du livre. Arthur s'approcha prudemment. Des symboles étranges étaient gravés sur les pierres, similaires à ceux du grimoire. Il s'approcha d'un long os couvert de fines gravures. Soudain, l'air devint glacial. Un vent silencieux fit frissonner les feuilles. Du cercle de pierre, un léger murmure s'éleva, comme plusieurs voix chuchotant en même temps. Arthur eut la chair de poule. Aurore se couvrit les oreilles, le visage tordu de douleur. « Je les entends » murmura-t-elle. « Ils m'appellent. » Père Jacques cria. « N'entrez pas dans le cercle, c'est leur territoire. » Mais Aurore fit 2 pas en avant, les yeux vides, comme attirée par une force invisible. Arthur l'attrapa par la main, l'attirant en arrière. À cet instant, un des os, dans le cercle, émit un long craquement, comme s'il était forcé de se reconstituer. Le son résonna de manière sinistre. Père Jacques frappa le sol avec son bâton, criant des prières dans un vieux patois. Le vent cessa brusquement. Le silence revint, mais Aurore s'effondra dans les bras d'Arthur, le visage livide. « Elle s'est approchée de trop près, » dit Père Jacques d'une voix grave. « Les esprits d'ici l'ont marqué. Nous devons partir avant le coucher du soleil, ou ils nous garderont ici pour toujours. » Arthur hocha la tête, portant Aurore presque inconsciente, tandis que Père Jacques leur ouvrait la voie. Mais dans son cœur, Arthur savait une chose. Le secret de l'étal numéro 13 était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé, et la forêt des ombres n'était qu'une des portes de cet anneau de ténèbres qui était sur le point de s'ouvrir. Le retour de la forêt des ombres sembla plus long que l'aller. Arthur portait Aurore, tandis que Père Jacques avançait rapidement. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres qui semblaient les poursuivre. Arrivé à la rive, Arthur déposa Aurore dans la barque. Le visage de la jeune femme était cireux, son front couvert d'une sueur froide. Père Jacques rama vite, sans un mot, le regard fixé sur l'eau, comme s'il craignait que quelque chose les suive. Arrivé au petit port près du marché, Arthur emmena Aurore à l'hôpital le plus proche. Le médecin l'examina en détail,
Mais après plusieurs heures, les résultats étaient clairs. Médicalement, elle va bien, dit le médecin en secouant la tête. Aucune infection, aucun organe défaillant. Mais son corps est vidé de son énergie, comme si quelque chose l'avait aspiré. Je ne peux que la mettre sous perfusion. Arthur regarda Aurore, allongée sur le lit d'hôpital. Ses yeux étaient fermés, mais le bout de ses doigts commençait à prendre une teinte sombre. Sa respiration était faible, son corps froid comme la glace. Arthur lui prit la main et fut choqué par le froid qui s'en dégageait. Soudain, les lèvres d'Aurore bougèrent. Ce n'était pas sa voix, mais un murmure presque inaudible, comme le vent. Arthur se pencha. L'anneau. Ils attendent. Il sentit un frisson le parcourir. Ces mots semblaient venir de loin, pas de la gorge d'Aurore. Cette nuit-là, il resta assis à son chevet, le grimoire rouge ouvert. La lumière de la chambre était faible. Il tourna les pages, son regard scrutant les symboles. Finalement, il trouva un chapitre qu'il n'avait pas encore lu. La page était couverte de griffures rouges, avec un titre en grosses lettres. Le dernier gardien. Arthur lutte à voix basse. Si le sceau faiblit, l'esprit cherchera un nouveau corps. Le dernier gardien est la lignée de sang. Elle ne peut refuser, seulement porter le fardeau. Si elle échoue, le sceau se brisera à jamais. Arthur referma le livre, les mains tremblantes. Cela signifiait qu'Aurore, elle était la dernière. Vers minuit, le corps d'Aurore fut secoué de violents spasmes. Arthur la maintint sur le lit. De sa bouche sortit un murmure faible, comme une multitude de voix superposées. L'anneau se fissure. Peu de temps. Il pouvait à peine respirer. Il savait que les esprits de la clairière s'étaient attachés à Aurore. Le lendemain matin, Père Jacques vint lui rendre visite. Arthur lui raconta tout. Le visage du vieil homme devint grave. Je m'y attendais. Depuis qu'elle a failli entrer dans le cercle, ils l'ont marqué. Maintenant, cet esprit coule dans son sang. Arthur demanda désespéré. Que pouvons-nous faire? Père Jacques le regarda longuement, puis soupira. Ce grimoire a peut être la réponse. S'il y a vraiment 5 points, nous devons savoir où sont les autres. Sinon, Aurore ne survivra pas. Son corps sera consumé avant la nouvelle lune. Arthur ouvrit la carte. Les 5 points formaient une étoile. Le marché, la cabane, la forêt, la chapelle abandonnée et la grotte de la roche. 3 points visités, 2 encore mystérieux. Il regarda Aurore, toujours faible sur le lit. La jeune femme ouvrit lentement les yeux. « Arthur, je n'ai pas peur. Si je suis vraiment le dernier gardien, je veux savoir pourquoi. Je veux y faire face. » Les larmes montèrent aux yeux d'Arthur. Il serra la main d'Aurore. « Nous trouverons la réponse ensemble. Je ne te laisserai pas seul. » Dehors, les nuages noirs s'amoncelaient. La pluie se mit à tomber lourdement, frappant les vitres, comme si le ciel lui-même savait que leur temps était compté. Le ciel de Lyon restait sombre. Arthur et Père Jacques se préparaient. Aurore, bien que faible, était assise, le regard déterminé. « Je dois venir, » dit-elle fermement. « Si je suis le dernier gardien, je ne peux pas rester caché. Cette chapelle a peut être les réponses. » Père Jacques soupira. Y aller ne sera pas facile. La chapelle se trouve au bord d'un marais, constamment couvert de brouillard. On dit que la nuit, on y entend de la musique, alors qu'il n'y a personne. Mais si vous êtes prêts, allons-y. La barque en bois fut de nouveau leur seul moyen de transport. Ils naviguèrent sur un petit canal qui s'enfonçait vers l'est. L'eau était noire. Aurore était assise, tremblant parfois malgré la chaleur humide. Après 3 heures de navigation, ils arrivèrent à l'entrée du marais. Un épais brouillard blanc flottait bas, obscurcissant la vue. Les racines des arbres émergeaient de l'eau comme des mains griffues. « À partir d'ici, ne parlez pas fort, » murmura Père Jacques. « Ce marais a des oreilles et des yeux. » Ils débarquèrent sur un sol boueux qui les aspirait jusqu'à mi-mollet. Le brouillard limitait la visibilité à quelques mètres. La lumière de la lampe de poche d'Arthur était avalée par la blancheur. Finalement, une silhouette se dessina derrière le brouillard. Une petite chapelle en pierre noire, à moitié en ruine, dévorée par les racines. Dès qu'ils s'approchèrent, Aurore s'arrêta brusquement, les yeux fermés, le corps tremblant. « J'entends quelque chose, » murmura-t-elle. Un chant, une voix de femme, très faible. Il m'appelle à l'intérieur. Père Jacques sortit la petite machette qu'il portait toujours. « Ne suis pas cette voix !»
Ce n'est pas humain. Mais Aurore avança, comme tiré par une force invisible. Arthur l'attrapa par la main. Aurore, non. Rappelle-toi, ils veulent te contrôler. C'est avec difficulté qu'ils réussirent à la faire entrer dans la chapelle. L'intérieur était sombre et humide. Au centre, un grand cercle était gravé dans la pierre, presque identique à celui de la forêt, mais plus ancien. Dans un coin, sur un autel en pierre, se trouvaient des restes d'offrandes et quelques petits os. Arthur s'approcha. Les housses étaient disposées en forme d'étoile à 5 branches. À côté, un récipient en pierre noire. Autrefois, on appelait cet endroit le reposoir, chuchota Père Jacques. On dit que c'était là que les anciens sorciers liaient les esprits errants. Soudain, l'air dans la chapelle devint glacial. Du récipient noir s'éleva un son vibrant, comme une seule note de musique. Le son s'intensifia jusqu'à faire trembler légèrement la pièce. Aurore chancela. Cette fois, ce ne fut pas sa voix, mais ses yeux qui changèrent. Un œil devint complètement noir, l'autre resta marron. Sa main droite bougea toute seule, dessinant dans la poussière au sol une étoile à 5 branches. « Aurore, arrête !» cria Arthur. Il tenta de saisir sa main, mais la force qui émanait de ce corps frêle était stupéfiante. Père Jacques se mit à prier, sa voix rivalisant avec le son grandissant. Il fendit l'air avec sa machette, comme pour couper le chemin des ombres qui rampaient sur les murs. Les ombres s'arrêtèrent, puis reculèrent. Dans le silence qui suivit, Arthur remarqua quelque chose sur l'autel. Une nouvelle gravure sur le côté du récipient en pierre. Un symbole identique à celui du grimoire, mais plus clair cette fois. Une flèche pointant vers le sud, avec un mot à peine lisible. Grotte de la Roche. C'est ça, le dernier point. How? À cet instant, le pentagramme qu'Aurore avait dessiné au sol se mit à vibrer. De fines fissures se propagèrent le long des lignes, émettant une faible lueur, puis un long craquement se fit entendre, comme si quelque chose s'était brisé dans une autre dimension. Père Jacques utilisa un tissu rouge qu'il portait pour couvrir le cercle de pierre, espérant en atténuer le pouvoir. Aurore s'effondra finalement, allaitante, ses yeux redevenus normaux. Ils quittèrent la chapelle en silence. Le brouillard dans le marais était encore plus épais, mais le sentiment d'Arthur était clair. Il venait d'assister à la rupture du 4e sceau. Il n'en restait plus qu'un. Et leur temps était compté. Le lendemain matin, le ciel de Lyon était couvert d'épais nuages de pluie. Arthur regarda à nouveau la carte dans le grimoire. Il ne restait plus qu'un point, la grotte de la Roche, au sud. Père Jacques le regarda d'un air grave. Le voyage là-bas ne sera pas comme les autres. La grotte se trouve sur une colline à près de 3 jours de marche d'ici. C'est un lieu interdit depuis longtemps. Beaucoup de gens ont disparu en essayant de couper du bois dans les environs. Aurore était assise à côté, le visage pâle, mais les yeux remplis de détermination. Si c'est le dernier saut, je dois y être. C'est mon devoir, n'est-ce pas? Arthur lui prit la main et soupira lourdement. Oui, mais je ne te laisserai pas porter ça seul. Si ce saut se brise, nous sommes tous en danger. Le voyage commença dans une vieille voiture de location. Ils traversèrent des villages silencieux, de nombreuses maisons semblant abandonnées. La première nuit, ils s'arrêtèrent dans une vieille ferme. Le vent nocturne apporta une odeur de sang, et des bruits étranges venaient de loin. Aurore dormit d'un sommeil agité. Arthur fut réveillé par de légers coups sourds. Il se tourna et fut effrayé. Le plancher de la maison vibrait doucement, comme le battement d'un cœur géant sous terre. Il regarda Aurore. La jeune femme était assise, adossée au mur, les yeux fermés, mais sa poitrine se soulevait au rythme de cette pulsation. « Aurore » appela doucement Arthur. Elle ne répondit pas, mais ses lèvres bougeaient. Soudain, Arthur sentit sa propre poitrine battre au même rythme. Un murmure léger s'insinua dans son oreille, répétant son nom. Arthur. Il sursauta, une sueur froide coulant dans son dos. Il se boucha les oreilles, mais le murmure ne disparut pas. Père Jacques, qui dormait dans un coin, se réveilla et alluma une lanterne. Le battement cessa aussitôt. Le lendemain, ils reprirent la route. Plus ils s'approchaient de la colline, plus l'air devenait lourd. Il n'y avait plus de chants d'oiseaux, seulement un silence oppressant. Le soir, ils arrivèrent enfin au pied de la colline. La grotte de la Roche était visible au loin, une ouverture sombre dans la falaise, entourée de grands arbres aux racines pendantes. Père Jacques s'arrêta, le visage tendu. « Nous y sommes, mais souvenez-vous, une fois à l'intérieur, il n'y aura peu,
être pas de retour. Aurore se leva, sa démarche chancelante, mais elle regarda la grotte avec un regard qui acceptait son destin. Si je suis vraiment la dernière, mieux vaut y faire face maintenant que de fuir toute ma vie. Arthur alluma sa caméra, même si sa main tremblait. Il savait que ce n'était plus un reportage. C'était une question de vie ou de mort. Ils commencèrent l'ascension. Plus ils s'approchaient de l'entrée de la grotte, plus l'air devenait froid. Un vent étrange se leva, apportant un murmure léger, comme le chuchotement d'un millier de voix venant des rochers. Arrivée devant l'entrée, Aurore s'effondra à genoux, les mains sur les oreilles. Le son, le battement. « Il est de plus en plus fort », dit-elle d'une voix rauque. Arthur le sentait aussi maintenant. Le même battement de cœur résonnait dans sa poitrine. Le murmure qu'il avait entendu la nuit précédente revint, plus clair. « Arthur, ton heure est venue. » Il prit la main d'Aurore. « Si tu tombes, je tombe. Mais nous entrerons ensemble. » Père Jacques sortit sa machette. « Finissons-en. » D'un pas uni, ils pénétrèrent dans les ténèbres de la grotte de la Roche, le lieu où le dernier sceau les attendait, le lieu où leur destin, et celui de l'anneau des ténèbres, allait être scellé. L'air dans la grotte de la Roche était si froid et humide que chaque respiration semblait gelée. La lumière de la lampe de poche d'Arthur ne pénétrait que de quelques mètres avant d'être avalée par l'obscurité. Les parois de la grotte semblaient palpiter, respirer avec eux. Plus ils s'enfonçaient, plus l'atmosphère devenait étrange. Des gravures anciennes apparurent sur les murs. Des cercles, des pentagrammes, des symboles d'os humains. Chaque fois que la lumière les balayait, les symboles brillaient faiblement, comme s'ils étaient vivants. Aurore s'arrêta brusquement, haletante. « Je les entends, » murmura-t-elle. « Les voix des gens. Ils sont piégés ici. Ils pleurent, ils crient, et ils attendent un nouveau corps pour sortir. » Père Jacques serra sa machette. « Ne les écoute pas. Ce ne sont que des échos. » Mais Arthur aussi commençait à entendre le murmure, tout près de son oreille cette fois. « Arthur, tu es l'élu, pas elle. » Il chancela, la tête lui tournant. Il essaya de repousser la voix, mais elle ne faisait que s'intensifier, comme si elle venait de l'intérieur de lui. La grotte s'élargit en une immense caverne. Au centre, un autel de pierre noire, sa surface couverte de marques rouges séchées. Tout autour, des os étaient éparpillés. La lanterne de Père Jacques vacilla. Les ombres sur les murs se mirent à bouger d'elles-mêmes. L'une d'elles s'approcha, grandit, et prit la forme d'une grande silhouette sans visage. Aurore se figea, les yeux exorbités. Des vrilles d'ombre rampèrent depuis le mur et s'infiltrèrent dans son corps par ses pieds. Sa peau devint livide, ses lèvres prirent une teinte violacée. « Aurore, résiste !» cria Arthur en la saisissant par les épaules. Mais en la touchant, il poussa un cri de douleur. Une chaleur brûlante émanait de sa poitrine gauche, et il vit un symbole rouge briller faiblement sur sa peau, identique aux gravures de la grotte. La chaleur se propagea dans son bras. Père Jacques le vit. « Arthur, tu es marqué aussi. Ils veulent deux corps, pas un seul. » Arthur serra les dents, supportant la douleur, mais continuant à tenir Aurore. « Alors nous devons détruire cet autel. Sinon, nous deviendrons leurs jouets. » Ils s'approchèrent de l'autel. Une odeur de fer et de soufre s'en dégageait. Les murmures devinrent un vacarme assourdissant. L'ombre qui possédait Aurore devint plus forte, secouant le corps de la jeune femme. Père Jacques rassembla ses forces, leva sa machette et frappa l'autel. La pierre se fissura légèrement, mais un cri strident résonna dans la caverne, les faisant tous chanceler. La lanterne s'éteignit. Dans l'obscurité totale, Arthur sentit un souffle glacial sur sa nuque. Une voix murmura distinctement. « Si tu nous donnes ton corps, nous la laisserons partir. » Arthur se boucha les oreilles. Il sentit le symbole sur sa poitrine brûler plus fort, lui coupant le souffle. Père Jacques dit d'une voix tremblante. « Arthur, le choix t'appartient. Mais souviens-toi, si tu cèdes, cet anneau perdurera. Nous devons briser ce dernier sceau, même si nous devons y laisser nos vies. » La caverne se mit à trembler violemment. L'autel de pierre se mit à luire d'une lumière rouge intense. Le dernier sceau était sur le point de s'ouvrir. Arthur regarda Aurore, presque sans vie, puis l'autel incandescent. Il savait qu'à cet instant, leur sort allait être décidé. Soit l'anneau des ténèbres prendrait fin, soit ils en feraient partie pour l'éternité. La lumière rouge de l'autel devint aveuglante, illuminant toute la caverne comme du sang en ébullition. Les eaux alentour se mirent à vibrer.
La voix dans la tête d'Arthur revint. Plus forte. Donne-nous ton corps, Arthur. Tu seras immortel. Il ferma les yeux, le corps secoué de spasmes. Une partie de lui voulait céder, mais l'image d'Aurore, terrifiée, lui apparut. Père Jacques se tenait devant l'autel. Il planta sa machette dans le sol, sortit de sa sacoche une vieille amulette en tissu jaune couverte de symboles et se mit à prier d'une voix rauque. Au nom des ancêtres, au nom de cette terre, j'invoque la lumière contre les ténèbres. L'ombre poussa un cri perçant. Le corps d'Aurore fut projeté au sol, libéré de l'emprise, mais le symbole sur la poitrine d'Arthur s'étendit rapidement, comme des fissures rouges sur son bras et son cou. La chaleur était insupportable. « C'est moi qu'ils ont choisi !» cria Arthur. « Si c'est moi qui suis marqué, alors c'est à moi de fermer cette porte. » Aurore rampa vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Elle saisit l'amulette de Père Jacques et la pressa contre le bras d'Arthur. Une faible lumière jaune en jaillit, ralentissant l'avancée des fissures rouges. « N'abandonne pas, Arthur, tu n'es pas seul !» cria-t-elle. Père Jacques les regarda. Parfois, pour fermer une porte sombre, quelqu'un doit en devenir le dernier verrou. Mais ce n'est pas seulement avec le corps. C'est avec un esprit fort que l'on peut ébranler un sceau. Ya! Arthur regarda l'autel. Dans sa lueur, il vit des silhouettes humaines sans visage, criant, tendant les mains. « Libère-nous !» Soudain, l'autel explosa, et de l'intérieur émergea une immense silhouette d'ombre. Son corps fait d'un tourbillon d'os. Ses longs bras s'étendirent pour saisir Arthur. Père Jacques se jeta en avant, levant sa machette fissurée. Dans un dernier cri, il frappa la main de l'ombre. Une lumière blanche jaillit de la machette, faisant hurler la créature. Mais le corps de Père Jacques fut projeté contre la paroi de la grotte. On entendit le bruit de ses os se briser. Il s'effondra, inerte. « Père Jacques !» hurla Arthur. Il se releva, les fissures rouges sur son corps palpitant. Il regarda l'autel, puis Aurore. « Si je lâche, tout sortira. Si je me bats, je pourrais être détruit. Mais je dois choisir. » Aurore le serra par derrière, l'empêchant de tomber. Arthur ferma les yeux, prit une profonde inspiration et saisit la machette brisée de Père Jacques. Avec ses dernières forces, il la plongea au cœur de l'autel. Une explosion de lumière aveuglante remplit la pièce. Le cri d'un millier d'âmes se mêla, faisant trembler la grotte. Les fissures rouges sur le corps d'Arthur brillèrent intensément, puis éclatèrent comme du verre. Dans la lumière, il entendit un dernier murmure. « Tu es la porte !» Sa voix se perdit dans la lumière rouge qui se brisait en un son cristallin. L'explosion de l'autel secoua toute la grotte. Le cri des mille âmes se tut d'un coup, remplacé par un silence terrifiant. L'air était rempli de poussière de pierre et d'une odeur de soufre. Aurore, projetée contre un mur, se releva péniblement, le corps endolori. Ses yeux balayèrent la pièce, maintenant pleine de débris. D'une voix rauque, elle appela « Arthur !» Il gisait au milieu des ruines de l'autel. Les fissures rouges sur son corps s'estompaient lentement, comme des braises qui s'éteignent. Aurore rampa jusqu'à lui, secouant son épaule. « Arthur, réveille-toi. Ne m'abandonne pas !» Les yeux d'Arthur s'entr'ouvrirent. « Tu vas bien ?» demanda-t-il faiblement. Aurore hocha la tête, ses larmes coulant sans cesse. « Oui, mais Père Jacques !» Ils se tournèrent vers le corps inerte du vieil homme. À cet instant, un léger courant d'air traversa la grotte, apportant avec lui une faible odeur d'encens et l'écho des prières qu'il avait récitées. Puis, le silence revint. Aurore porta une main à sa bouche, ses épaules secouées de sanglots. Il est parti. Arthur se releva avec peine. Son regard se posa sur l'autel brisé. Au milieu des décombres, il vit quelque chose qui lui serra le cœur. Un minuscule symbole rouge pulsait encore, lentement mais sûrement, comme un cœur qui n'avait pas cessé de battre. « Non, ce n'est pas fini », murmura-t-il. Aurore le regarda, le visage livide. « Qu'est-ce que tu veux dire? L'autel est détruit, non ?» Arthur secoua la tête, son regard fixé sur le symbole. « Le sceau est seulement fissuré, pas détruit. Un lien subsiste. Quelqu'un essaiera de le réveiller. » Mao Chu. Ils restèrent silencieux, seulement troublés par le bruit des gouttes d'eau tombant du plafond. Aurore prit la main d'Arthur. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Arthur soupira. « Nous devons partir d'ici. Rester, c'est donner de la force aux ténèbres. » Aurore aida Arthur, chancelant, à se relever. Chaque pas était une épreuve.
En passant devant le corps de Père Jacques, Aurore s'agenouilla un instant. « Merci mon ami, sans vous, nous serions morts. » Ils avancèrent à travers les décombres. Finalement, une faible lueur apparut au bout du tunnel. En sortant, l'air frais de la nuit les accueillit. Aurore se retourna pour regarder l'entrée sombre de la grotte, comme si rien ne s'était passé à l'intérieur. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle doucement. Arthur leva les yeux vers le ciel étoilé. « Non, le sceau est toujours vivant, mais nous respirons encore. Et tant que nous serons en vie, nous nous battrons. » Aurore serra sa main plus fort. « Nous nous battrons, ensemble. » À cet instant, une rafale de vent nocturne secoua les arbres. Pendant une seconde, Aurore vit son propre reflet dans une flaque d'eau. Elle sursauta. Dans le reflet, ses yeux semblaient complètement noirs, avec un léger anneau rouge tourbillonnant à l'intérieur. Elle cligna des yeux et le reflet disparut. Mais la peur s'insinua en elle. Et si le sceau l'avait marquée, elle aussi? Cette nuit-là, au pied de la grotte de la Roche, deux vies brisées se tenaient sous les étoiles. Leur voyage n'était pas terminé. Une ombre attendait encore, et le petit symbole rouge qui pulsait dans les ruines était la preuve que les ténèbres sommeillaient, mais n'étaient pas mortes. Mais grâce au sacrifice de Père Jacques, ils avaient trouvé quelque chose qu'aucune force ne pouvait éteindre. L'espoir. La descente de la colline fut une épreuve. Arthur était presque inconscient, Aurore supportant la douleur de son épaule pour le soutenir. Après des heures de marche, ils atteignirent enfin un village. L'atmosphère était étrange. Les villageois qui les voyaient se mettaient à chuchoter. Une vieille femme ferma sa porte à leur passage. Aurore frissonna. Pourquoi tout le monde a si peur? Arthur toussa. Ils le sentent. Même s'ils ne le voient pas, l'aura des ténèbres nous suit encore. Ils retournèrent à la petite maison d'Aurore. Dès qu'elle ouvrit la porte, un froid glacial en sortit. La faible lueur d'une lampe révéla une image qui les figea. Sur le mur en bois du salon, de fines lignes rouges tourbillonnaient en cercle. Au début, on aurait dit de vieilles taches. Mais plus on les fixait, plus la forme devenait claire. Le même symbole qui pulsait sur l'autel. Aurore chancela. « Non, c'est ma maison. » « Comment est-ce arrivé ici ?» Arthur s'approcha. Il toucha le mur et retira vivement sa main. La surface était tiède, comme du sang qui n'avait pas encore séché. « Quelque chose a marqué cet endroit, » dit-il doucement. « Le sceau ne vit pas seulement dans la grotte. Il cherche une issue à travers ceux qui l'ont touché. » Aurore baissa la tête, tremblante. Elle se souvint de son reflet dans la flaque d'eau. Elle était marquée, elle aussi. Arthur posa ses mains sur ses épaules. « Écoute-moi, Aurore. Tu es peu, être la prochaine clé. Mais ça veut dire que nous devons être plus forts. Ne les laisse pas te prendre. » Aurore répondit, les larmes aux yeux. « J'ai peur, Arthur. Et si je changeais, si je faisais du mal à quelqu'un ?» Arthur lui prit fermement les mains. « Si ça arrive, je serai ton bouclier. Je préfère être brisé que de te laisser sombrer dans les ténèbres. » La nuit s'installa. Le vent de l'Est apporta une odeur de terre et quelque chose d'amé. Au loin, on entendait des hurlements de chiens anormalement longs. Dans l'obscurité de la maison, le symbole rouge sur le mur continuait de pulser faiblement. Arthur et Aurore étaient assis l'un contre l'autre, en silence. Ils savaient que cette nuit n'était que le début d'un nouveau chapitre. Alors que le village dormait, l'air dans la maison devint soudain glacial. La flamme de la lampe s'éteignit. Du plancher s'élevèrent 3 coups lents et répétés. Toc, toc, toc. D'une fissure dans le bois, une fumée noire s'éleva, formant une silhouette sans visage qui se mit à ramper lentement vers eux. Arthur se leva, faible, mais déterminé, se plaçant entre l'ombre et Aurore. La voix dans sa tête revint. « Donne-la-nous. Elle est la porte. Tu seras libre. » Arthur ferma les yeux. « Non, je ne vous donnerai pas Aurore. S'il doit y avoir une porte, alors j'en serai le gardien. » L'ombre s'arrêta, son corps tremblant de rage. Aurore se leva à son tour. D'une voix faible mais ferme, elle dit « Je ne vous appartiens pas. Je suis de la lignée de ma famille, mais je ne suis pas l'héritière de vos ténèbres. » Leurs deux voix résonnèrent en harmonie. Étrangement, le symbole sur le mur commença à pâlir. L'ombre poussa un cri, son corps se désagrégeant en fumée. Le silence revint. Arthur s'effondra, haletant. Aurore se jeta dans ses bras.
Le symbole rouge sur le mur n'était plus qu'une vague tache, comme une trace de charbon. Laube Pointen Fin. Les premiers rayons du soleil traversèrent les fentes du mur, réchauffant la pièce. Arthur regarda la lumière. Les ténèbres ne disparaissent jamais, Aurore. Elles attendent, cherchant les failles dans le cœur des hommes. Mais tant que nous aurons le courage de leur fermer la porte, même avec nos corps meurtris, il y aura de l'espoir. Aurore hocha la tête, ses yeux rougis mais pleins de détermination. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous serons les gardiens de cette porte. Dehors, le village reprenait vie. Personne ne savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais dans cette petite maison en bois, deux âmes avaient pris une décision. Ils n'étaient plus des victimes, ni des témoins. Ils étaient les nouveaux gardiens du sceau. Des gardiens nés de la blessure et de la perte, mais aussi du courage. Et même si les ombres revenaient un jour, pour l'instant, la lumière de l'aube suffisait à apaiser leur cœur.